Je m'appelle Adrien et j'ai 28 ans. Il y a exactement 10 ans, mes propres parents m'ont jeté à la rue, sur le béton gelé en plein cœur de l'hiver, simplement parce que mon frère aîné Maxime ne pouvait pas supporter ma vue alors que je me tenais là, grelottant dans un sweat à capuche fin. Contemplant l'intégralité de mes 18 années d'existence emballées sans ménagement dans des cartons fragiles et des sacs poubelles noirs, les suppliant de me laisser au moins prendre mon lourd manteau d'hiver. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Nous t'avons fait confiance et tu nous as poignardé dans le dos ». Mon père m'a littéralement claqué la lourde porte d'entrée en chaîne au nez. Le bruit a résonné dans notre quartier tranquille et à travers la grande fenêtre du salon. Je pouvais voir clairement mon frère aîné Maxime debout près de la cheminée. Il me regardait directement, arborant ce sourire narquois et victorieux incroyablement suffisant qui est gravé à jamais dans ma mémoire. Mais il y a une chose énorme qu'il ne savait pas. Il n'avait absolument aucune idée que l'entreprise familiale même qu'il m'avait rejetée pour protéger allait un jour tomber entre mes mains par l'intermédiaire d'un fonds de capital investissement aveugle. Et maintenant, toutes ces années plus tard, ce sont eux qui sont assis en face de moi dans mon bureau d'entreprise au sommet d'une tour, complètement entouré de mon équipe juridique. Pleurant de vraies larmes et me suppliant de ne pas liquider toute leur vie et de ne pas les laisser sans absolument rien. Avant de vous raconter exactement comment toute cette justice s'est déroulée, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que le karma finit toujours par récupérer ses dettes, peu importe le temps qui passe. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Retournons maintenant tout au début, au moment exact où cet absolu cauchemar a commencé. Je peux encore ressentir le froid mordant et glacial de ce mardi soir-là. J'avais tout juste 18 ans, j'étais en terminale au lycée, essayant de trouver ma place dans le monde. Je me souviens d'avoir marché, épuisé, le long de la grande allée asphaltée de la maison où j'avais grandi. C'était une maison de banlieue standard à 2 étages, dans un quartier où tout le monde se souciait beaucoup trop des règles de l'association des copropriétaires, des pelouses vertes parfaitement tondues et du maintien de l'illusion de la famille américaine parfaite. C'était le genre d'endroit où les gens vous souriaient gentiment dans les rayons du supermarché local, mais cancaneraient vicieusement sur votre divorce ou vos difficultés financières secrètes à la seconde même où vous aviez le dos tourné. Je venais de terminer un quart de travail éreintant de 8 heures à mon emploi à temps partiel dans un restaurant local. Mes pieds étaient douloureux. Mon uniforme en polyester bon marché sentait fort le café éventé et la vieille graisse de friture, et tout ce que je voulais désespérément, c'était prendre une douche chaude, manger les restes qu'il y avait dans le réfrigérateur et réviser pour mes examens finaux d'histoire. Au lieu de cela, j'ai gravi les marches en béton menant à notre porche couvert et j'ai trouvé toute mon existence soigneusement emballée dans des cartons et empilée sans cérémonie près du paillasson d'entrée. Au début, mon cerveau d'adolescent épuisé ne parvenait tout simplement pas à assimiler ce que je voyais. Je pensais sincèrement que ma mère se décidait enfin à donner de vieux vêtements à une œuvre de bienfaisance. Mais la lumière du Porsche à détecteur de mouvement s'est allumée, éclairant le désordre. J'ai vu mes trophées de débat du collège dépasser maladroitement d'un carton de magasin de spiritueux scotché. J'ai vu mes baskets usées préférées posées directement sur un autre carton. J'ai vu mes manuels d'histoire, ma literie préférée, mes vestes d'hiver et même mon album photo d'enfance personnelle fourré au hasard dans des sacs poubelles noirs résistants, comme s'il s'agissait de véritables déchets. Une terreur froide et lourde m'a envahi, me glaçant bien plus profondément que le vent de décembre ne le pourrait jamais. Quand j'ai introduit ma clé dans la serrure, elle n'a tout simplement pas tourné. Le lourd verrou de sécurité était engagé de l'intérieur. J'ai frappé doucement au début, pensant que c'était une erreur. J'ai attendu. Rien ne s'est passé. Puis j'ai martelé la lourde porte en bois, mes articulations me lançant vivement à cause de l'impact violent. Quand la porte s'est finalement ouverte, je n'ai pas été accueilli par de la confusion ou un simple malentendu parental. J'ai été confronté à un mur de pure hostilité. Mon père, Charles, se tenait là, bloquant l'entrée. Son visage était rouge de colère, les veines de son cou gonflaient agressivement alors qu'il serrait une liasse épaisse de papier fraîchement imprimé dans sa main droite. Ma mère, Hélène, se tenait juste derrière son épaule. Elle avait les bras étroitement croisés sur sa poitrine, secouait lentement la tête et me regardait avec une expression de dégoût pur et concentré, exactement comme si j'étais un dangereux criminel qui venait de s'introduire dans son sanctuaire. Et puis il y avait Maxime, mon frère aîné, l'enfant chéri incontesté de la famille, qui se tenait en sécurité sur le côté dans le couloir chaleureux. Ses bras reposaient négligemment sur l'îlot de cuisine en granit coûteux qu'il venait de rénover. Il profitait pleinement du spectacle,
savourant ma panique visible comme s'il s'agissait de son programme télévisé préféré. Je leur ai demandé ce qui se passait, la voix tremblante de froid et de peur. J'ai pointé un doigt frémissant vers les cartons et j'ai demandé pourquoi toutes mes affaires personnelles étaient dehors par cette température glaciale. Mon père n'a pas prononcé un seul mot au début. Il s'est simplement avancé lourdement et m'a violemment enfoncé la liasse de papier contre la poitrine, m'obligeant à les attraper maladroitement avant qu'ils ne s'éparpillent dans le vent d'hiver. Et m'a ordonné de m'expliquer immédiatement. J'ai baissé les yeux vers les papiers, complètement désorienté, la faible lumière jaune du porche éclairant à peine le texte noir. Et c'est à ce moment précis que toute ma réalité a basculé. J'étais officiellement mis à la porte de la maison, dépouillé de ma famille et réduit à l'itinérance à cause d'un mensonge entièrement fabriqué de toutes pièces. Mais pour comprendre véritablement comment ma propre chair et mon propre sang ont pu me rejeter comme un déchet sans valeur pour un papier fabriqué, il faut comprendre en profondeur la dynamique intensément toxique de notre foyer. Il faut comprendre Maxime. Je veux que vous preniez un moment pour penser à la personne la plus gâtée, imbue d'elle-même et profondément narcissique que vous ayez jamais croisée dans votre vie. Multipliez maintenant cette horrible personnalité par 100. Donnez-lui une source infinie de validation parentale et vous obtenez mon frère Maxime. Dès l'instant exact de ma naissance, il était douloureusement et indéniablement clair que Maxime était le centre brûlant de l'univers de mes parents et que je n'étais qu'un personnage de second plan, une pensée après coup ennuyeuse dans sa grande et spectaculaire production. Si Maxime obtenait un simple B- à un test de mathématiques de base au lycée, mes parents traitaient l'événement comme s'il venait de guérir à lui seul une maladie mondiale majeure. Ils nous emmenaient tous fièrement dans un restaurant de viande coûteux en centre-ville pour célébrer bruyamment son travail acharné et inégalé. Si je rapportais un bulletin de notes parfait avec d'excellentes notes dans des cours avancés, ma mère jetait à peine un coup d'œil au papier avant de me le rendre et de me dire sèchement d'aller sortir la poubelle de la cuisine ou de tondre la pelouse arrière avant qu'il ne fasse nuit. Ce n'était jamais de simples éloges verbaux. C'était une disparité financière extrême et écœurante. Ils ont versé chaque once de leur énergie, de leur amour et de leur stabilité financière en lui. Je me souviens très bien du décès de mon grand-père. Après les funérailles sombres, il y a eu la lecture de son testament, et mes parents ont reçu un héritage assez conséquent. Ils n'ont pas placé cet argent sur un compte d'épargne familiale commun ou un compte d'épargne retraite sécurisé. Ils ont utilisé une part massive de cet argent d'héritage pour acheter à Maxime une voiture de sport neuve et très chère pour son 16e anniversaire. Pendant ce temps, on m'a donné un pass de bus et je prenais le bus municipal peu fiable pour aller à l'école tous les jours sous la pluie battante et la neige glaciale. Ils ont complètement vidé le fonds d'études familiales pour payer avec enthousiasme ces frais de scolarité extrêmement onéreux dans une école de commerce privée de premier plan. Ils ont payé avec enthousiasme le loyer exorbitant de son appartement de luxe hors campus, ses cotisations de fraternité ridiculement élevées et ses week-ends somptueux à la plage. Puisant profondément dans leur propre compte de retraite personnelle et leur épargne à long terme pour financer sans faille son style de vie somptueux et festif. Maxime se vantait bruyamment lors des dîners de Thanksgiving d'avoir obtenu une fausse promotion par népotisme lors de son stage d'été paresseux, et il lui achetait immédiatement une montre de marque pour célébrer son génie d'entreprise. J'ai grandi avec la mentalité lourde et profondément étouffante qu'il n'importait pas de savoir ce que j'accomplissais, car Maxime m'éclipserait toujours largement à leurs yeux. Je gardais profil bas. Je faisais les corvées ménagères qui m'étaient assignées parfaitement sans jamais me plaindre. J'obtenais mes excellentes notes. Je travaillais à mon emploi fatigant au restaurant pour payer mes propres vêtements et mes fournitures scolaires. J'essayais incroyablement fort d'être aussi invisible, autonome et discret que possible. Je pensais bêtement que si je ne demandais rien, si je ne causais jamais de problèmes financiers, au moins ils ne ressentiraient pas activement ma présence dans leur maison. Je pensais bêtement que si je jouais selon les règles, ils finiraient par se réveiller et voir ma valeur intrinsèque en tant que fils. Mais absolument tout a changé la semaine où j'ai reçu mes lettres d'admission à l'université. Contre toute attente, travaillant tard le soir au restaurant en sentant la graisse et étudiant mes livres d'histoire dans le bus bruyant du retour, j'ai été accepté dans une université réputée et internationalement prestigieuse au Royaume-Uni pour étudier l'histoire. C'était mon rêve absolu. C'était mon billet d'or pour sortir de cette maison de banlieue toxique et échapper définitivement à l'ombre étouffante de Maxime. Je ne m'attendais pas à un défilé. Je ne m'attendais pas à une nouvelle voiture avec un grand ruban rouge ou à un dîner de célébration chic. Je voulais juste une chance de me battre pour une vraie vie indépendante. J'étais assis à la table en bois de la cuisine, tenant cette lettre d'admission épaisse et lourde d'une main tremblante,
pensant bêtement que ce serait peut-être enfin le moment où mes parents me regarderaient avec une fierté authentique et pure. J'avais tellement tort. Quand je leur ai montré fièrement la lettre d'admission officielle de l'université britannique, il n'y a eu absolument aucune célébration. Pas même un sourire poli. Il y a juste eu un silence épais et incroyablement inconfortable que l'air de la cuisine a instantanément contenu. Mon père a ajusté ses lunettes de lecture, a regardé le blason élégant imprimé sur le papier lourd et l'a rejeté négligemment sur la table comme s'il s'agissait d'un prospectus publicitaire. Ma mère n'a même pas pris la peine de la lire. Elle a continué à essuyer agressivement les comptoirs en granit avec une éponge humide, refusant d'établir un contact visuel avec moi. J'ai expliqué avec impatience et désespoir que j'avais déjà obtenu une bourse d'études partielles basée sur mes notes, mais que j'avais toujours désespérément besoin d'une aide financière pour le solde restant des frais de scolarité et les dépenses courantes de base pour la toute première année à l'étranger. J'ai précisé de manière abondante et explicite que je ne leur demandais pas de vider leur compte bancaire ou de sacrifier leur style de vie. J'avais juste besoin qu'ils co-signent un prêt étudiant standard. Juste une simple signature sur un document juridique. C'était littéralement tout ce qu'il fallait pour que je construise tout mon avenir et quitte leur maison pour toujours. Mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit qu'ils n'avaient absolument pas les moyens de payer mes frais de scolarité. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, a croisé fermement les bras sur sa poitrine et a porté le coup dévastateur sans l'ombre d'une émotion ou d'un regret paternel. Il a déclaré explicitement qu'ils avaient déjà payé entièrement les études de Maxime de leur poche, et qu'ils devaient maintenant penser égoïstement à leur propre avenir financier. Il a affirmé qu'ils prévoyaient de lancer une nouvelle petite entreprise de logistique à cette époque et que toutes leurs économies liquides et leurs crédits disponibles étaient canalisés de manière agressive dans cette jeune entreprise risquée. J'étais désespéré. Je les ai suppliés. J'ai expliqué, les larmes aux yeux, que sans co-signataire parental, la banque n'approuverait absolument pas un prêt étudiant international important pour un jeune de 18 ans avec un revenu de travail à temps partiel dans un restaurant. Je leur ai promis que je prendrais immédiatement un second emploi dès que j'arriverais au Royaume-Uni. Je leur ai promis que je logerais dans la chambre universitaire la plus petite et la moins chère du campus. J'ai juré sur ma vie que je rembourserais chaque centime à la banque dès que je serais diplômé et que j'aurais un salaire professionnel. J'ai même rappelé gentiment et prudemment le fonds d'études massif qu'ils avaient entièrement vidé pour Maxime, qui se laissait aller paresseusement dans ses cours d'école de commerce avec des notes médiocres, dépensant avec impatience leur argent durement gagné dans des dîners coûteux. Des vêtements de marque et des fêtes de fraternité effrénées. C'était une erreur monumentale. Ma mère m'a immédiatement coupé la parole, le visage tordu par la colère. Elle a utilisé ce ton doux, profondément manipulateur, intense et culpabilisant qu'elle perfectionnait toujours lorsqu'elle voulait me faire taire et me faire passer pour un monstre absolu. Elle a pointé un doigt mouillé vers moi et m'a dit que j'étais incroyablement égoïste, jaloux et ingrat d'oser seulement évoquer les finances personnelles de Maxime. Elle m'a regardé avec un dédain absolu et a déclaré que le diplôme de commerce de Maxime était un investissement crucial et à haut rendement pour l'avenir de la famille, tandis que mon diplôme d'histoire dans un pays étranger n'était qu'un passe-temps personnel ridicule et extrêmement coûteux. Elle a réellement regardé son plus jeune fils dans les yeux et a qualifié toute sa future carrière de passe-temps. Ils ont catégoriquement refusé de m'aider, et nous nous sommes disputés amèrement à ce sujet pendant des jours. Mais c'était une bataille perdue d'avance dès le départ. Ils n'avaient absolument aucun problème à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour le style de vie somptueux et inutile de Maxime. Mais lorsqu'il s'agissait de mon éducation de base et de tout mon avenir, ils devaient soudain se montrer incroyablement économes, hautement responsable et strictement pratique. J'étais complètement bloqué. Je sentais les murs physiques de cette maison se refermer rapidement sur moi. Je regardais la date limite stricte pour accepter formellement mon admission à l'université se rapprocher lentement sur le calendrier suspendu dans ma chambre. Je perdais le sommeil, paralysé par la peur intense et étouffante de rester piégé à jamais dans cette petite ville, à faire des doubles quarts de travail au restaurant pour toujours, en regardant Maxime hériter un jour d'absolument tout ce qu'il possédait. Je savais que je devais prendre des mesures drastiques si je voulais survivre. C'est exactement à ce moment-là que j'ai pensé à tante Evelyne. Tante Evelyne est la sœur aînée de mon père et c'est une force de la nature absolue. C'est une neurochirurgienne brillante et hautement respectée, dotée d'un salaire incroyablement élevé. Elle est riche, farouchement indépendante et possède un portefeuille immobilier impressionnant et très lucratif dans tout l'État. Elle est également largement considérée comme la brebis galeuse de notre famille simplement parce qu'elle n'a jamais toléré le non-sens toxique de mon père, ses plaintes constantes et ses profonds complexes patriarcaux. Mes parents entretenaient toujours cette tension étrange,
incroyablement inconfortable et épaisse avec elle lors de chaque dîner de Thanksgiving et rassemblement de vacances. Ils affichaient de faux sourires crispés, complimentaient ses vêtements coûteux et se comportaient de manière parfaitement polie en face d'elle. Mais à la seconde même où sa voiture de luxe quittait l'allée, les chuchotements amers et venimeux de mon père commençaient immédiatement. Mon père, en particulier, détestait absolument avoir l'impression qu'elle l'éclipsait de toutes les manières imaginables. Il ressentait un ressentiment profond et amer envers son salaire massif, sa vive intelligence, sa magnifique maison construite sur mesure et la façon confiante et sans effort dont elle se comportait toujours dans une pièce. Il se sentait profondément émasculé par sa réussite financière massive. Je savais parfaitement que la contacter était un risque immense et dangereux. Si mon père découvrait un jour que je demandais secrètement de l'aide financière à sa sœur qui avait si brillamment réussi, cela briserait complètement son ego fragile et pathétique, et il dirigerait toute sa fureur explosive directement contre moi. Mais j'étais complètement acculé dans un coin sombre. Je n'avais absolument aucune autre option. Ainsi, par un après-midi pluvieux alors qu'ils étaient partis faire des courses, j'ai fermé fermement la porte de ma chambre à clé, je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai composé son numéro personnel. Mon cœur battait la chamade lorsque Dell a enfin décroché le téléphone. Je lui ai ouvert mon cœur sur la ligne. Je lui ai absolument tout raconté sur l'acceptation à l'université britannique, la bourse partielle que j'avais obtenue et le refus obstiné et absolu de mes parents de simplement co-signer un prêt étudiant de base. Je m'attendais pleinement à ce qu'elle me fasse un sermon sur la loyauté familiale ou me dise de respecter les limites financières de mes parents et d'aller plutôt dans une université publique locale. Au lieu de cela, elle n'a pas hésité une seule seconde. Sa voix était incroyablement chaleureuse, posée et pleine d'autorité. Elle m'a dit, « Bien sûr que je vais t'aider, Adrien. Pourquoi diable n'es-tu pas venu me voir plus tôt ?» Elle n'a pas seulement proposé de co-signer le misérable prêt bancaire. Elle a fermement insisté pour payer entièrement le solde restant des frais de scolarité directement depuis ses propres comptes privés. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu grandir. Elle voyait comment il me traitait et elle croyait en mon intelligence et en mon immense détermination. Pour la toute première fois de mes 18 ans de vie, un adulte de ma propre famille regardait mon potentiel brut et décidait définitivement qu'il valait la peine d'y investir de l'argent réel. J'étais complètement submergé par un sentiment de gratitude profond et larmoyant. Mais j'étais aussi absolument terrifié par les retombées familiales inévitables. J'ai pratiquement supplié tante Evelyne de garder notre accord financier secret absolu. J'ai explicitement dit que si mon père savait que j'étais allé derrière son dos pour demander de l'argent à sa sœur, il perdrait complètement la tête et m'interdirait probablement de quitter la maison. Elle comprenait parfaitement la dynamique familiale toxique. Nous avons convenu fermement de garder cela strictement entre nous jusqu'à ce que je sois en sécurité dans un avion international à destination du Royaume-Uni, à des intellectuels kilomètres de son contrôle toxique. Pendant quelques semaines glorieuses et paisibles, tout a été absolument parfait. La facture importante des frais de scolarité a été payée directement à l'université par virement bancaire. Mon visa d'étudiant international a été officiellement approuvé et j'ai commencé à faire secrètement mes valises tard dans la nuit quand tout le monde dormait. Je marchais dans la maison en me sentant plus léger que l'air, souriant même en faisant la vaisselle du dîner. J'allais enfin vraiment m'échapper. Mais dans mon bonheur naïf de jeunesse, j'ai commis une erreur fatale qui a changé le cours de ma vie. J'ai gravement et dangereusement sous-estimé à quel point Maxime détestait me voir réussir, et jusqu'où il irait par malveillance pour me détruire avant que je puisse partir. Cela s'est produit lors d'un barbecue familial décontracté et apparemment normal, par un après-midi de dimanche ensoleillé. Le jardin sentait fort le charbon de bois et les hamburgers grillés. Mon cousin Bastien, un garçon sans caractère et incroyablement indiscret qui voulait désespérément être inclus dans le cercle intime de Maxime, était venu passer du temps avec nous. J'avais bêtement laissé mon téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine pendant une seule minute alors que je courais dans le garage chaud pour attraper un sac de glace pour la glacière. Je ne le savais pas alors, mais une notification par email de tante Evelyne était apparue sur mon écran d'accueil, discutant directement du virement bancaire international final pour mes frais de scolarité et me souhaitant chaleureusement un bon vol pour Londres. Bastien, étant l'opportuniste incroyablement indiscret qu'il est passé par là et l'a vu. Et Bastien, voulant désespérément marquer des points de loyauté auprès de l'enfant chéri de la famille, a couru directement sur la terrasse du jardin et a murmuré à Maxime exactement ce qu'il avait vu sur mon écran. Maxime ne m'a pas confronté sur le champ. Ce n'était jamais son style. Maxime était un lâche calculateur qui aimait détruire les gens méthodiquement depuis l'ombre. À ce jour,
je ne sais toujours pas exactement comment il s'y est pris. Mais plus tard dans la même semaine, alors que j'étais complètement épuisé par mon long service au restaurant, il s'est introduit dans ma chambre privée et a accédé à mon ordinateur portable personnel. Il a fouillé impitoyablement et méthodiquement mes fichiers personnels, mon historique de navigation privée et mes comptes de messagerie sécurisés. Lorsqu'il a enfin trouvé l'échange de courriels spécifiques entre tante Evelyne et moi concernant le paiement important des frais de scolarité, il ne s'est pas contenté de les lire. Il les a militarisés avec une précision sociopathe terrifiante. Étant le sociopathe profondément manipulateur qu'il est, Maxime ne pouvait pas simplement laisser passer la situation ou simplement dire la vérité à mes parents au sujet de l'argent des études. Il savait parfaitement que le simple fait de dire à mon père que tante Evelyne payait mes études provoquerait certainement une dispute explosive massive, mais que cela ne suffirait absolument pas à gâcher ma vie de manière permanente. Mon père me crierait peut-être dessus, mais secrètement, il serait finalement incroyablement heureux de ne pas avoir à dépenser un seul centime de son propre argent pour mes études. Maxime ne voulait absolument pas d'une simple dispute. Il me voulait complètement et définitivement banni de l'arbre généalogique. Il voulait s'assurer qu'il resterait le seul héritier, le seul fils qui comptait, le seul qui recevrait un jour leur argent, leurs biens immobiliers et leurs éventuelles assurances vie. Alors, il a récupéré agressivement ses emails privés, les a importés malicieusement dans un logiciel de retouche photo sur son ordinateur coûteux et a commencé méticuleusement à réécrire la réalité. Il a passé des heures à fabriquer des échanges de courriels falsifiés incroyablement détaillés entre tante Evelyne et moi, faisant croire exactement que je trahissais activement et malicieusement la famille. Mes parents discutaient bruyamment et constamment de leurs grands projets pour leur nouvelle entreprise naissante au dîner tous les soirs, une entreprise de logistique de niche dont ils étaient aveuglément convaincus qu'elle leur rapporterait des millions de dollars à la retraite. Maxime a magistralement truqué les emails pour faire croire que je divulguais systématiquement leurs plans d'affaires hautement confidentialisés, leur stratégie de croissance financière sensible et leur liste de fournisseurs privés directement à tante Evelyne. Il a soigneusement rédigé les faux messages pour faire croire parfaitement que je vendais activement mes propres parents, échangeant illégalement leurs précieux secrets d'affaires contre le paiement par tante Evelyne de mes frais de scolarité élevés à l'étranger. C'était une démonstration de manipulation psychologique terrifiante et brillante. C'était si complètement insensé, si profondément psychopathe que des parents normaux et rationnels auraient immédiatement remis en question son authenticité. Ils auraient regardé de près la mise en forme bizarre ou exigé de voir les emails en direct sur le serveur informatique réel. Mais mes parents n'étaient pas normaux. Ils étaient profondément paranoïaques au sujet de leur argent et ils adoraient le sol sur lequel Maxime marchait. Si Maxime disait que le ciel était vert, ils peindraient leur plafond pour l'accorder. Ce qui me ramène directement à ce mardi soir glacial sur le porche. À regarder avec une horreur absolue la liasse de papiers imprimés que mon père venait de m'enfoncer violemment dans la poitrine. Je me tenais là, grelottant de manière incontrôlable dans mon pull de restaurant trop fin, regardant de près les pages imprimées. Mes yeux ont parcouru rapidement les mots en gras et une panique totale s'est immédiatement installée. La mise en forme spécifique des emails était légèrement décalée. Le vocabulaire utilisé dans mes prétendues réponses ne ressemblait absolument en rien à ma voix naturelle. Et toute la prémisse était fondamentalement absurde. Pourquoi diable tante Evelyne, une professionnelle de la santé multimillionnaire et hautement accomplie, sans aucune formation en transport maritime, se soucierait-elle de voler un plan d'entreprise de logistique de petite ville à un frère à qui elle adressait à peine la parole? Cela n'avait aucun sens logique ou financier. J'ai essayé frénétiquement de leur expliquer que tout était entièrement faux, que Maxime avait dû les truquer malicieusement pour me piéger. J'ai pointé un doigt tremblant et gelé vers les défauts techniques évidents du texte imprimé. J'ai supplié mon père de me laisser entrer juste 5 minutes pour prendre mon ordinateur portable afin de récupérer les emails authentiques en direct sur le serveur sécurisé pour prouver définitivement mon innocence. Je les ai suppliés, les larmes coulant sur mon visage gelé, de faire preuve d'un minimum de bon sens. Mais ils n'ont même pas écouté. Ils ne voulaient absolument pas écouter. Ma mère s'est avancée agressivement dans l'air froid et a continué à verser de grandes larmes de crocodile théâtral. Elle serrait étroitement sa poitrine comme si elle faisait une crise cardiaque et gémissait bruyamment que je lui avais complètement brisé le cœur, que j'étais un serpent trompeur et malfaisant qui avait comploté impitoyablement contre leur avenir financier. Mon père se tenait là, gonflant la poitrine pour m'intimider, le visage tordu par une vilaine colère, hurlant que j'étais un traître dégoûtant envers mon propre sang. Peu importaient les arguments logiques que je présentais, la logique indéniable que j'exposais ou mes larmes sur ce porche, car il croyait toujours Maxime inconditionnellement. Il était l'enfant chéri.
dans leurs esprits profondément tordus et délirants, Maxime était le fils héroïque et loyal, essayant désespérément de protéger l'empire familial de leur fils cadet malveillant, traître et jaloux. Maxime est resté là tout le temps, appuyé nonchalamment contre le cadre chaleureux de la porte à l'intérieur, regardant toute ma vie s'effondrer complètement avec un sentiment de satisfaction profonde et tordue. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il éliminait définitivement et légalement sa seule concurrence pour l'héritage. Il s'assurait que chaque centime de leur richesse future, chaque once de leur attention et l'intégralité de leur patrimoine resteraient exclusivement siens pour toujours. Je les ai suppliés de reconsidérer leurs actions. Le vent d'hiver hurlait et j'étais glacé jusqu'aux os. Je leur ai dit que je n'avais absolument nulle part où aller, que je ne voulais pas être un fardeau soudain et énorme pour tante Evelyne avant même de partir pour mes études. Je leur ai demandé où j'étais censé dormir ce soir-là par ce froid glacial. Mon père a simplement pointé un doigt rigide et tremblant vers le bas de l'allée sombre, en direction de la rue verglacée. Il m'a regardé avec une haine pure et m'a ordonné de prendre mes cartons de déchets et de quitter sa propriété à la seconde même avant qu'il n'appelle la police pour me faire arrêter formellement pour violation de propriété privée. Il m'a dit que j'étais mort pour lui, qu'il n'avait pas de second fils. C'était tout. 18 ans de ma vie, 18 ans à essayer désespérément d'être le fils parfait, tranquille, invisible et sans histoire, balayé en 5 minutes par un mensonge malveillant retouché sur Photoshop. J'ai lentement et douloureusement traîné mes lourds cartons en carton jusqu'au bord de la rue glacée. J'ai dû appeler un Uber sur mon téléphone car, contrairement à l'enfant chéri Maxime, je n'avais pas de voiture. Je suis resté assis sur le trottoir de béton gelé pendant 20 minutes d'agonie, regardant la chaude lumière dorée briller à travers les grandes fenêtres de la maison de mon enfance. J'ai réalisé dans ce moment sombre que les personnes qui m'avaient mis au monde ne m'aimaient pas du tout. Ils n'aimaient que la version hautement pratique de la réalité où Maxime était un roi absolu et moi un paysan sans valeur à jeter négligemment lorsque je n'étais plus docile. Quand le Uber est enfin arrivé, le chauffeur m'a regardé avec une pitié profonde et silencieuse. J'ai chargé mes lourds sacs poubelles dans le coffre de la voiture d'un parfait inconnu et j'ai donné au chauffeur l'adresse de tante Evelyne. J'ai quitté cette maison toxique avec absolument rien d'autre que les vêtements bon marché que j'avais sur le dos, quelques cartons pathétiques de souvenirs et un cœur complètement et irréparablement brisé. Quand je suis enfin arrivé à la magnifique et vaste maison sur mesure de tante Evelyne, dans le quartier très huppé de la ville, il était bien plus de minuit. J'ai sonné à la porte, grelottant de manière incontrôlable, les dents claquant bruyamment. Elle a rapidement ouvert la porte dans son peignoir de soie coûteux, a jeté un seul coup d'œil à mon visage rougi par les larmes et le froid, a vu les pathétiques cartons mouillés posés dans son allée impeccable et n'a posé aucune question de jugement. Elle ne m'a pas interrogé ni demandé ma version de l'histoire. Elle a immédiatement tendu le bras, a saisi mon bras gelé et m'a tiré de force à l'intérieur, dans la chaleur incroyable de sa maison. Elle m'a aidé à rentrer mes lourdes affaires, ignorant complètement le fait que mes chaussures enneigées et trempées laissaient des traces de boue sur ces parquets incroyablement chers. Elle n'a pas cherché à connaître les détails douloureux. Elle a simplement vu que je souffrais profondément et elle m'a dit fermement que sa grande maison était la mienne aussi longtemps que j'aurais besoin d'y rester. Ce genre de gentillesse profonde et inconditionnelle m'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing physique. Je me suis assis à son immense îlot de cuisine en granit, serrant une tasse de tisane chaude pour réchauffer mes mains bleues et gelées, et j'ai fini par m'effondrer complètement. J'ai sangloté si fort que ma poitrine me faisait physiquement mal. J'ai réalisé à ce moment-là, pleurant à chaudes larmes dans la cuisine de ma tante, que je n'avais jamais ressenti rien de comparable à ce genre de sécurité, de chaleur et de protection inconditionnelle auprès de mes propres parents. Vivre avec tante Evelyne au cours des quelques semaines cruciales précédant mon vol international était complètement surréaliste. C'était exactement comme se réveiller dans une dimension alternative étrange et paisible. C'était profondément, merveilleusement étrange de se réveiller chaque matin dans sa chambre d'amis impeccable et magnifiquement décorée, en réalisant que je n'avais absolument plus besoin de marcher sur des œufs. Je n'avais plus à baisser constamment la voix, à cacher mes réussites scolaires ou à craindre de me faire crier dessus au hasard. Au fil du temps, à mesure que le choc brutal initial s'estompait lentement, nous avons commencé à nous rapprocher beaucoup et à avoir de longues conversations profondément honnêtes autour d'un café sur la dure et laide réalité de l'histoire de ma famille. Tante Evelyne était incroyablement vive, hautement observatrice et elle en savait beaucoup plus sur mes parents et leur profonde dysfonction générationnelle que je ne le réalisais. Elle avait silencieusement observé tout ce désastre se dérouler pendant des décennies. Un soir tranquille, alors que nous étions assis sur sa terrasse chauffée et fermée, regardant la neige tomber, elle m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur la haine intense de mon père envers elle et moi.
La rancune massive de mon père contre elle n'avait pas commencé simplement parce qu'elle était une femme médecin qui réussissait brillamment et gagnait largement plus d'argent que lui. Elle était profondément ancrée dans une vieille trahison commerciale impardonnable. Elle m'a révélé que le plan d'affaires brillant et censé rapporter des millions, que mes parents étaient si paranoïaques à l'idée que je divulgue, était à l'origine son idée spécifique à elle. Des années auparavant, tante Evelyne avait rédigé un plan complet, très détaillé et professionnellement documenté pour une entreprise de logistique de fournitures médicales. Elle avait partagé ces documents avec mon père en toute confidentialité, espérant généreusement l'intégrer en tant que partenaire de gestion pour s'occuper des opérations quotidiennes. Au lieu de travailler avec elle de manière équitable et légale, mon père avait essayé de voler secrètement les contacts des fournisseurs et de lancer l'entreprise lui-même entièrement derrière son dos. Il avait échoué lamentablement parce qu'il manquait complètement de l'éthique de travail intense, de l'intelligence brute et du capital réel nécessaire pour y parvenir. Maintenant, toutes ces années plus tard, il essayait pathétiquement de ressusciter cette même idée volée avec Maxime, en la finançant bêtement avec toutes leurs économies et leur argent de retraite. Tante Evelyne m'a regardé calmement et m'a expliqué que sa paranoïa délirante ne concernait pas du tout le fait que je le trahisse. C'était une projection psychologique massive de sa propre culpabilité intense et non résolue. Il détestait absolument tante Evelyne parce que son existence même, sa richesse massive et son statut élevé lui rappelaient constamment sa propre médiocrité et ses échecs éthiques passés. Et il me détestait parce qu'il voyait clairement que je possédais la véritable ambition, l'intelligence brute et la boussole morale solide qu'il voulait si désespérément et douloureusement pour Maxime, mais savait pertinemment que Maxime en était dépourvu. Connaître cette vérité profonde et laide n'a pas fait disparaître magiquement la douleur intense de l'abandon parental, mais elle l'a finalement rendue gérable. Elle a cessé d'être le reflet de ma valeur personnelle pour devenir enfin le reflet flagrant de leur toxicité accablante et incurable. Je n'avais pas été jeté dehors parce qu'ils ne m'aimaient pas. J'avais été jeté dehors parce que mon existence même menaçait leurs illusions fragiles et soigneusement construites. Les jours se sont lentement transformés en semaines tranquilles, et une partie pathétique et profondément enracinée de moi continuait d'attendre que mes parents m'appellent. Je vérifiais mon téléphone de manière obsessionnelle, espérant bêtement des excuses soudaines et larmoyantes, espérant que la conscience de ma mère s'était enfin réveillée ou espérant ne serait-ce qu'un simple SMS me demandant si j'étais en sécurité et en vie. Mais il n'y a absolument rien eu, pas un seul appel, pas un seul message. Le silence était absolu. Le silence était assourdissant. Ils m'avaient complètement effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. La veille même de mon vol international pour le Royaume-Uni, mon téléphone a enfin vibré. Mon cœur a bondi violemment dans ma poitrine. Mais ce n'était pas des excuses. C'était un message de Maxime. C'était une provocation cruelle, odieuse et profondément arrogante. Il a écrit « J'espère que tu vas bien. Au fait, ne laisse pas ton ordinateur portable traîner. » Il remuait délibérément et malicieusement le couteau dans la plaie. Il me faisait savoir explicitement qu'il s'en était sorti avec son crime sociopathe, qu'il avait officiellement gagné ce jeu familial malsain et que j'étais totalement et définitivement vaincu. J'ai fixé l'écran allumé, sentant mon sang bouillir, mes mains tremblant d'une rage si intense que je me sentais physiquement malade, mais je n'ai pas répondu. Lui donner une réaction dramatique était exactement ce que son cerveau narcissique voulait. J'ai bloqué définitivement son numéro de mon téléphone. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un SMS de mon père. Il était incroyablement court, glacial et totalement dépourvu de toute émotion paternelle. Il disait simplement « Bonne chance au Royaume-Uni ». Aucune explication logique, aucune excuse émotionnelle, aucun adieu affectueux, juste un licenciement stérile et sans cœur. Exactement comme un patron d'entreprise froid licenciant un stagiaire par email. J'ai regardé le message complètement engourdi. Puis j'ai supprimé le message et bloqué son numéro également. J'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai coupé complètement les ponts numériques. Lorsque tante Evelyne m'a conduit à l'aéroport international bondé le lendemain matin, le soleil d'hiver brillait enfin de mille feux. Nous nous tenions ensemble à la porte d'embarquement de la sécurité et elle m'a serré fort dans ses bras, me retenant pendant un long moment silencieux. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit à quel point elle était incroyablement fière de ma résilience et qu'elle savait avec une certitude absolue et inébranlable que je ferais de grandes choses dans ce monde. Entendre ces mots d'affirmation sincères et puissants de la part de quelqu'un de ma famille m'a donné le dernier élan de courage extrême dont j'avais désespérément besoin. J'ai marché d'un pas résolu à travers la sécurité de l'aéroport. Et à chaque pas que je faisais pour m'éloigner de ma ville natale, le poids lourd et étouffant de ma famille toxique s'envolait de mes épaules.
Je suis monté dans cet avion massif, sachant que je laissais ma vie pathétique et passer complètement derrière moi. J'ai décidé à ce moment précis, en regardant par le hublot de l'avion alors que nous décollions dans les nuages, que je n'avais tout simplement plus besoin d'eux. J'en avais complètement fini de chercher leur approbation conditionnelle. J'allais au Royaume-Uni. J'allais obtenir mon diplôme. Et j'allais bâtir un empire bien à moi, si massif et si financièrement incontestable qu'il finirait par devoir lever les yeux juste pour voir mon ombre. Je pensais sincèrement que le pire était enfin passé. Je croyais vraiment que la tempête était derrière moi et que je pouvais simplement continuer ma vie d'adulte en toute paix. Je me trompais si gravement et si dangereusement. Parce que des années plus tard, le passé sombre n'a pas seulement frappé doucement à ma porte. Il a tenté de l'enfoncer agressivement avec une action en justice d'entreprise massive, un effondrement financier total et une supplique désespérée et pathétique de clémence. Le passage du temps est une chose curieuse lorsque l'on essaie activement de distancer sa propre histoire traumatisante. Faisons un bond de 3 années entières depuis cette nuit glaciale sur le porche. Les années que j'ai passées à vivre et à étudier au Royaume-Uni ont été une leçon absolue de pure survie et de réinvention calculée. Je ne me suis pas contenté d'assister à mes cours universitaires. Je les ai littéralement dévorés. Je vivais pratiquement à l'intérieur des murs de pierre historiques de la bibliothèque universitaire, complètement entouré de piles de livres d'histoire, de théories économiques mondiales et de revues de droit des affaires. Je me suis installé dans cette vie universitaire exigeante avec une détermination brûlante et acharnée qui frôlait l'obsession. Je me suis fait de véritables amis pour la vie qui ne se souciaient absolument pas de l'histoire familiale toxique, de mon absence de fonds fiduciaires ou du fait que je passais chaque période de vacances à travailler au lieu de rentrer chez moi. Pour la toute première fois de mon existence, je ne pensais pas constamment de manière obsessionnelle à Maxime ou à mes parents. Je me suis complètement jeté dans mes études exigeantes, finissant par obtenir mon diplôme au sommet de ma promotion avec les honneurs les plus élevés. Au lieu de poursuivre une vie tranquille dans le milieu universitaire, j'ai pivoté agressivement vers le monde féroce et hautement compétitif de la finance internationale et de la restructuration d'entreprises. J'ai travaillé sans relâche et j'ai fini par obtenir une promotion massive et très convoitée dans une société de capital investissement prestigieuse et impitoyable basée à Londres. Je gagnais un salaire annuel et des bonus d'entreprise que mon père arrogant n'aurait tout simplement pas pu concevoir dans ses rêves financiers les plus fous et les plus délirants. J'étais officiellement directeur principal des investissements, gérant personnellement des portefeuilles d'entreprises en difficulté valant des centaines de millions de dollars. J'ai acheté des propriétés immobilières de premier ordre et très lucratives pour bâtir ma richesse personnelle. Je portais des costumes coûteux et impeccablement coupés. Je m'étais construit une nouvelle vie de sécurité financière absolue et de pouvoir professionnel. Finalement, en raison de ma réussite agressive dans les liquidations d'entreprises, ma société m'a réaffecté aux États-Unis pour gérer personnellement une branche d'entreprise nouvellement acquise dans une grande ville métropolitaine située à quelques heures seulement de ma misérable ville natale. Je suis revenu dans mon pays d'origine, un homme complètement différent de l'adolescent gelé et terrifié qui s'était enfui. J'étais confiant, intouchable financièrement et détaché émotionnellement du traumatisme profond de mon passé. J'avais trouvé un emploi de direction incroyablement bien rémunéré, m'installant confortablement dans un appartement terrasse de luxe de plusieurs millions de dollars qui surplombait complètement la ligne d'horizon scintillante du centre-ville. Mon immeuble avait des règles strictes de copropriété, un personnel de sécurité important et des ascenseurs privés. J'étais complètement isolé du monde laid que j'avais laissé derrière moi. Je pensais sincèrement que j'étais entièrement invisible pour eux. Je pensais avoir réussi à effacer mon existence de leur radar. Mais bien sûr, juste au moment où les choses allaient parfaitement bien, juste au moment où je finalisais un procès d'entreprise massif concernant un rachat de société, le passé laid a dû ramper hors du marais pour essayer de tout gâcher. Tout a commencé par un mardi soir pluvieux et banal. J'étais assis confortablement dans mon bureau à domicile tranquille, entouré d'acajou polis et d'œuvres d'art coûteuses, en train d'examiner une liasse massive de dossiers d'acquisition immobilière. Lorsque mon téléphone portable personnel a vibré bruyamment sur le bureau, j'ai jeté un coup d'œil distrait à l'écran lumineux. L'identifiant de l'appelant affichait un indicatif régional local et un numéro de téléphone spécifique que je n'avais pas vu depuis des années. C'était un numéro que je pensais explicitement avoir bloqué définitivement de ma vie, mais il avait dû s'échapper à travers les mailles du filet numérique lorsque j'avais récemment mis à niveau mon forfait téléphonique international et transféré mes contacts numériques. C'était ma mère. Oui, ma mère. La femme même qui s'était tenue sur ce porche glacé, les bras croisés, et m'avait regardé me faire jeter violemment dans les rues sombres.
La femme qui ne m'avait pas adressé une seule parole depuis le pire jour de ma vie. Cet appel était complètement, totalement inattendu. Je suis resté figé dans mon fauteuil de bureau en cuir, fixant intensément l'écran lumineux, mon cœur manquant momentanément un beat dans ma poitrine. Mon esprit d'analyse s'est instantanément mis à envisager un million de questions chaotiques. Devais-je répondre? Devais-je simplement ignorer l'appel et supprimer définitivement le numéro? Après absolument tout ce qui s'était passé, après la trahison familiale ultime et impardonnable, pourquoi diable m'appelait-elle maintenant? J'ai laissé le téléphone sonner encore quelques fois. Je l'ai regardé vibrer agressivement contre le bois poli de mon bureau. Puis, contre tout bon jugement professionnel et mes propres limites établies, j'ai décroché et j'ai porté l'appareil à mon oreille. « Allô ?» ai-je dit, en gardant intentionnellement ma voix complètement plate, strictement professionnelle et totalement dépourvue de toute chaleur, m'efforçant de paraître incroyablement calme, même si mon pouls battait bruyamment dans mes oreilles. Il y a eu une longue pause lourde et étouffante à l'autre bout de la ligne sécurisée. Exactement comme si elle ne savait pas tout à fait quoi dire. Or peut-être était-elle profondément choquée que je réponde réellement au téléphone au lieu de la renvoyer directement vers une messagerie vocale froide. Finalement, elle a parlé dans le combiné. « Bonjour, c'est ta mère ?» a-t-elle dit, la voix tremblant légèrement, empreinte d'une vulnérabilité artificielle et travaillée. Sans blague. Qui d'autre au monde cela pourrait-il être? Je n'ai pas prononcé cette pensée sarcastique à haute voix, cependant. Je suis juste resté complètement, terriblement silencieux, laissant le silence lourd et inconfortable s'étirer indéfiniment entre nous, la forçant à faire le plus difficile. Attendant qu'elle explique maladroitement pourquoi exactement elle se sentait le droit d'appeler mon numéro privé après presque 3 ans d'un silence absolu et impardonnable. Elle a hésité à nouveau, le silence s'étirant de manière inconfortable. Et puis, de nulle part, elle a déployé ce ton classique et profondément manipulateur qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose sans rien donner en retour et a dit « Nous devons vraiment parler, Adrien ». Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner bruyamment directement dans le combiné. Maintenant, elle voulait soudainement parler après avoir laissé Maxime manipuler ses faux emails de toutes pièces, après m'avoir complètement effacé de son arbre généalogique pour protéger son enfant chéri. C'était si prévisible, si pathétiquement typique de ses schémas comportementaux. Mais même si j'étais profondément agacé par son audace pure, une partie sombre et calculatrice de mon cerveau était morbidement curieuse. Qu'est-ce qui pouvait bien être si incroyablement important pour qu'elle me contacte après tout ce temps? À quel sujet exactement, ai-je demandé crûment, en gardant mon ton aussi brutalement neutre et inflexible qu'un mur de briques. Nous, ton père et moi, nous voulons vraiment te voir, a-t-elle dit, trébuchant délibérément sur les mots choisis, comme si elle s'efforçait de trouver la formulation idéale pour raviver mes émotions d'enfance persistantes. Je pouvais déjà voir la trajectoire exacte de cette conversation hautement manipulatrice. Il ne voulait pas me voir parce qu'il me manquait sincèrement ou parce qu'il ressentait le moindre remords parental légitime pour m'avoir jeté à la rue dans la neige. Il y avait quelque chose dont ils avaient désespérément et urgemment besoin de ma part. Et compte tenu de ma récente promotion de direction très médiatisée et de ma réussite financière évidente dans le monde des affaires, j'avais une hypothèse cynique assez précise sur la nature exacte de ce besoin. J'ai soupiré lourdement, me penchant en arrière dans mon fauteuil de bureau en cuir coûteux. « Pourquoi ?» ai-je demandé, refusant absolument de lui céder le moindre terrain émotionnel. Elle n'a pas répondu immédiatement, ce qui a presque entièrement confirmé mes pires soupçons quant à ses véritables motifs. Lorsqu'elle a enfin repris la parole, sa voix était beaucoup plus basse, baissant délibérément d'un ton comme si elle essayait désespérément de paraître maternelle, fragile et profondément préoccupée par la marche du monde. Ton père et moi, nous traversons une période vraiment difficile ces derniers temps. Les choses n'ont pas été faciles pour l'entreprise depuis que la pandémie a frappé l'économie, a-t-elle dit, sa voix débordante d'un apitoiement calculé. Et voilà. La vérité absolue, indéniable est nue derrière ce coup de téléphone inattendu. C'était exactement ce que j'avais cyniquement pensé, de graves problèmes d'argent. Je n'avais pas beaucoup entendu parler de leur projet d'entreprise de logistique prétendument millionnaire depuis que j'avais quitté le pays. Mes tantes Evelyne avaient brièvement mentionné au détour d'un dîner de vacances que leur entreprise ne prospérait pas comme ils l'avaient si arrogamment espéré. Et avec le ralentissement économique massif affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales, il était parfaitement logique qu'ils luttent pour payer leurs employés. Mais je n'allais absolument pas me précipiter pour jouer les sauveteurs héroïques. Pas après tout ce qu'ils avaient fait de manière malveillante et intentionnelle pour détruire ma vie. D'accord.
Et quel est le rapport avec moi, ai-je dit, ma voix de plus en plus glaciale. Je n'avais pas l'intention de lui faciliter cette pathétique demande d'aide. Ton frère Maxime, il gérait les affaires financières pour nous, mais il a eu de la mauvaise chance, a-t-elle commencé, sa voix tremblante alors qu'elle tentait désespérément de couvrir son fils préféré. C'est à ce moment-là que je lui ai coupé la parole sans ménagement et avec netteté. Laisse-moi deviner, ai-je dit, connaissant déjà la chute pathétique de cette terrible plaisanterie familiale. Maxime a tout gâché et a mis l'entreprise en faillite. Il y a eu un silence lourd et assourdissant à l'autre bout de la ligne, ce qui constituait une réponse claire en soi. Bien sûr, l'inutile enfant chéri avait tout raté. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils étaient surpris par son échec absolu. Maxime avait toujours été bien plus intéressé par l'apparence de la richesse, la conduite de voitures de sport coûteuses, les parades dans les country clubs et le fait de se faire passer pour un PDG que par le travail acharné, ingrat et rigoureux nécessaire pour diriger une entreprise de logistique. Ils avaient bêtement et aveuglément placé toute leur confiance absolue, toutes leurs économies de retraite et leur avenir financier entre ses mains avides, et maintenant cela se retournait contre eux de manière spectaculaire. Ma mère a laissé échapper un très long soupir tremblant dans le récepteur du téléphone. Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous l'avions prévu, a-t-elle finalement admis, la défaite écrasante étant clairement évidente dans sa voix vieillissante. Et nous? Enfin, nous avons désespérément besoin de ton aide financière, Adrien. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher physiquement. C'était un rire sombre, dénué d'humour. Après absolument tout, après m'avoir jeté violemment de ma propre maison, m'avoir légalement coupé de tout soutien, s'être laissé manipuler profondément par Maxime avec de faux documents et m'avoir laissé geler sur un trottoir, maintenant il voulait avoir accès à mon salaire durement gagné. L'audace pure et absolue de cette demande était complètement irréelle. Incroyable, ai-je marmonné dans ma barbe, en secouant la tête face au plafond. Qu'est-ce qui est si drôle, a demandé ma mère sur la défensive, semblant sincèrement et incroyablement confuse. Exactement comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne sautais pas sur cette occasion incroyable et honorable de me précipiter, d'ouvrir mon chéquier et de sauver l'héritage familial. Tu es complètement sérieuse là? Tu penses vraiment que je vais t'aider à payer tes dettes, ai-je dit, ma voix s'élevant enfin, sentant la colère brute et réprimée bouillonner rapidement dans ma poitrine. Toutes les émotions intenses et douloureuses que j'avais repoussées et ignorées de force ces dernières années remontaient violemment à la surface. Nous sommes tes parents, a-t-elle plaidé désespérément, sa voix se brisant sous le coup d'une émotion feinte. Nous avons fait des erreurs par le passé, Adrien. Mais nous sommes une famille et nous avons besoin de toi en ce moment. J'ai secoué la tête vigoureusement, ma main se serrant sur le téléphone coûteux. Vous n'avez pas juste fait de simples erreurs, maman. Vous avez violemment jeté votre fils adolescent hors de la maison au cœur de l'hiver. Vous avez cru de bon cœur et avec empressement au mensonge sociopathe de Maxime plutôt qu'à votre propre sang. Vous ne m'avez pas adressé un seul mot depuis des années. Et maintenant, vous avez soudainement besoin de mon salaire pour couvrir vos mauvais investissements. Et tout à coup, je suis censé tout abandonner et accourir pour régler votre faillite imminente. Elle est restée complètement silencieuse après ce brutal rappel à la réalité. Elle ne savait littéralement pas quoi dire. Elle n'avait probablement pas l'habitude que je m'affirme de manière si agressive et que je pose des limites aussi fermes et inébranlables. À l'époque où je vivais en silence sous son toit toxique, je me serais plié à n'importe quelle exigence insensée pour préserver une paix fragile. Mais je n'étais plus ce gamin effrayé. J'avais fondamentalement changé. Je possédais désormais un pouvoir immense dans le monde des affaires, et je n'allais absolument plus les laisser me marcher dessus. Finalement, elle a repris la parole, mais son ton avait radicalement changé. Elle a immédiatement abandonné son numéro de mère fragile en pleurs. Elle semblait désormais profondément irritée, imbue d'elle-même et amère. Exactement comme si elle ne pouvait pas croire que je me montre si difficile et si peu coopératif. Nous restons ta famille, a-t-elle dit sèchement, ces véritables traits toxiques transparaissant à travers la ligne téléphonique. Tu nous dois au moins ce respect et ce soutien financier pour t'avoir élevé. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je ne leur devais absolument rien dans cet univers. Je ne vous dois absolument rien, ai-je dit, ma voix descendant à un murmure glacial et mortel. Si vous avez besoin d'aide financière pour sauver votre navire en perdition, demandez à Maxime de vendre ses jouets coûteux. C'est lui votre parfait enfant chéri. Rappelle-toi de ça, laisse-le te sauver. Sans attendre sa réponse hurlante et toxique,
j'ai raccroché brusquement le téléphone et l'ai jeté sur mon bureau. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je ressentais un sentiment de soulagement absolu et puissant. J'avais enfin dit exactement ce que j'avais besoin de dire depuis une décennie. Mais la paix n'a pas duré longtemps, car exactement 2 semaines plus tard, par un après-midi de samedi tranquille, j'ai entendu un coup lourd et agressif sur la porte d'entrée en acajou de mon appartement terrasse sécurisé. J'ai froncé les sourcils, je me suis approché du panneau de sécurité et j'ai vérifié le flux de la caméra en direct. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Debout dans mon couloir privé, regardant nerveusement la décoration coûteuse, vêtu d'un costume bon marché et mal ajusté, se tenait mon frère Maxime. J'ai rapidement déverrouillé le lourd verrou de sécurité, j'ai saisi la poignée et j'ai ouvert brusquement la grande porte. Il a sursauté légèrement en arrière, visiblement surpris par mon apparition soudaine et intimidante. Pendant 10 longues secondes, il est resté là à me fixer. Il a regardé de près mes vêtements décontractés mais de grande marque. Il a regardé par-dessus mon épaule le grand appartement de luxe magnifiquement décoré. Et j'ai pu voir clairement une jalousie intense, brûlante et laide briller dans ses yeux. « Salut », a-t-il dit, affichant instantanément un sourire incroyablement faux, enjoué et trop familier, exactement comme si nous étions de vieux camarades de classe se retrouvant pour boire un verre. « Ça fait un bail, petit frère. »« Qu'est-ce que tu fais là exactement, Maxime ?» ai-je demandé sèchement, en restant fermement planté sur mes appuis et en ne m'écartant pas pour le laisser franchir le seuil. Il a immédiatement essayé de se frayer un chemin flatteur au-delà de mon bras. « Je voulais vraiment te parler en personne », a-t-il dit, penchant la tête avec une fausse sincérité. « Je peux entrer juste 1 minute, s'il te plaît ?» Je voulais sincèrement lui claquer la lourde porte en bois massif au nez, mais une partie calculatrice de mon cerveau voulait voir à quel point il était devenu désespéré et pathétique. Je me suis lentement écarté. Il est entré, observant avidement les meubles de designer coûteux, l'art moderne sur les murs et les immenses baies vitrées surplombant la ville. « Très bel appartement », a-t-il noté avec envie, ses yeux ne cessant de fureter partout, calculant visiblement combien d'argent je gagnais pour m'offrir un tel bien immobilier. « Viens directement au fait », ai-je lancé durement, en croisant les bras sur ma poitrine. Il a soupiré de manière très théâtrale, jouant le rôle de la victime épuisée et accablée. « Maman m'a raconté votre conversation téléphonique incroyablement dure. Elle est assez bouleversée par ton attitude. Tu sais, j'ai fait de mon mieux pour maintenir l'entreprise familiale à flot, mais cela a été vraiment, vraiment difficile. La pandémie mondiale a durement touché nos chaînes d'approvisionnement. Nous sommes sur le point de perdre absolument tout ce que nous possédons. Et laisse-moi deviner. Tu veux que je te renfloue généreusement avec mon salaire d'entreprise, ai-je demandé, la voix dégoulinante d'un sarcasme lourd. Je ne demande absolument pas l'aumône, a-t-il dit sur la défensive, en levant les mains. Je pensais juste que nous pourrions nous asseoir et trouver un arrangement commercial ensemble. Tu t'en sors incroyablement bien. Je me suis dit que tu voudrais naturellement t'impliquer pour sauver l'héritage familial. Tu t'es complètement trompé, ai-je dit de marbre, le fixant du regard. Pas après absolument tout ce que tu m'as fait par pure malveillance. Tu as complètement ruiné ma vie, Maxime. Tu as intentionnellement fabriqué ces emails. Tu as activement fait en sorte que je me fasse jeter dehors dans la neige gelée. Et maintenant, tu penses sincèrement que je vais signer un chèque pour te sauver de ta propre incompétence? Absolument pas. Il m'a regardé, véritablement stupéfait de voir ses tactiques de manipulation échouer lamentablement. Mais nous sommes une famille, a-t-il dit faiblement, utilisant l'ultime mot d'ordre toxique. Nous avons définitivement cessé d'être une famille le jour exact où tu t'es donné pour mission personnelle de détruire mon avenir, ai-je dit, en pointant directement la porte d'entrée ouverte. Tu as fait tes choix égoïstes. Maintenant, tu dois subir les conséquences de tes propres actes. Sors de chez moi. Il est devenu blême, réalisant enfin que je n'étais absolument plus le jeune frère faible et soumis qu'il pouvait intimider à sa guise. Sans prononcer un autre mot, il est sorti furieusement dans le couloir, claquant violemment la lourde porte derrière lui. Je suis resté seul dans mon appartement tranquille, ressentant le contrôle absolu sur ma propre vie. J'étais enfin véritablement libéré de son ombre. Mais j'étais loin de me douter que la véritable confrontation massive, l'explosion finale du karma, m'attendait juste au tournant à mon bureau. Moins d'1 semaine plus tard, la dernière vague de drame familial a frappé violemment les rivages de ma nouvelle vie paisible. Cette fois, ce n'était pas seulement Maxime qui se présentait sans invitation à mon appartement privé.
C'étaient à la fois ma mère et mon père, et ils ne se sont pas rendus à mon domicile. Dans un élan d'arrogance incroyable, ils se sont présentés directement à l'accueil principal de mon bureau d'entreprise, en plein cœur du quartier financier. J'étais assis tranquillement dans mon grand bureau d'angle vitré, profondément absorbé par l'examen d'un important dossier d'acquisition d'entreprise de plusieurs millions de dollars, lorsque mon assistante de direction très efficace, Chloé, a utilisé l'interphone de mon bureau. « Monsieur Adrien », a dit Chloé, sa voix professionnelle teintée d'une inquiétude évidente. « Il y a 2 personnes âgées actuellement dans le hall principal qui affirment haut et fort être vos parents. Ils exigent agressivement de vous voir immédiatement et commencent à faire un scandale devant les autres clients. » J'ai lentement fermé les yeux, prenant une grande inspiration pour me calmer. Je connaissais exactement leur stratégie toxique. Ils aggraient délibérément la situation. Ils pensaient à tort qu'en se présentant à l'improviste sur mon lieu de travail, ils pourraient instrumentaliser la pression publique et la menace d'un embarras professionnel pour fléchir ma volonté. Ils supposaient avec arrogance que je paniquerais, que je les emmènerais discrètement dans une arrière-salle et que je leur signerais rapidement un chèque de renflouement massif juste pour les faire partir et éviter un scandale familial humiliant devant mes riches collègues. Ils jouaient à un jeu d'intimidation très dangereux et incroyablement stupide. Et ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils fonçaient à toute allure droit dans un mur de briques renforcé. Envoyez-les directement dans la grande salle de conférence de la direction au dernier étage, Chloé, ai-je dit calmement dans l'interphone. Et s'il vous plaît, informez immédiatement Monsieur Duval et Valérie du service juridique que nous sommes tout à fait prêts à procéder à la présentation finale. Je me suis levé calmement de mon bureau, j'ai attrapé un dossier juridique très lourd contenant des centaines de pages de documents financiers et j'ai marché d'un pas déterminé le long du couloir moquetté. Lorsque j'ai poussé avec force les lourdes doubles portes en chêne de la salle de conférence principale, ma mère et mon père étaient déjà assis autour de la grande table en acajou poli. Mon père semblait très mal à l'aise et profondément déplacé dans cet environnement de bureau élégant, ultramoderne et intimidant. Ma mère avait les bras étroitement croisés sur sa poitrine, projetant agressivement cette même aura toxique et arrogante qu'elle portait toujours comme une arme. « Adrien », a dit ma mère à haute voix, se levant de manière très théâtrale, les bras grands ouverts comme si elle s'apprêtait à me serrer chaleureusement dans ses bras de mère. « Asseyez-vous », ai-je ordonné sèchement. Ma voix grave a résonné puissamment dans la grande salle à l'acoustique parfaite, et l'autorité inflexible de mon ton a tellement surpris son système nerveux qu'elle a obéi instantanément, retombant lourdement sur son fauteuil de direction en cuir moelleux avec un regard stupéfait. « Nous ne voulions vraiment pas venir jusqu'ici pour interrompre ton travail important, a commencé mon père, d'une voix bourrue et légèrement défensive. Mais tu ne nous as pas laissé le choix. Tu ne réponds à aucun de nos appels. Nous devons nous asseoir en famille et régler certaines questions financières cruciales aujourd'hui. Nous avons déjà absolument tout réglé il y a exactement 10 ans lorsque vous m'avez jeté violemment à la rue dans le froid, ai-je répondu froidement, debout à la tête même de l'immense table, dominant complètement l'espace. J'ai dit non à Maxime. J'ai dit non au téléphone. Pourquoi exactement vous introduisez-vous sans autorisation dans mon bureau professionnel? Le visage vieillissant de ma mère s'est crispé de colère. Nous savons que nous avons commis des erreurs très regrettables par le passé, a-t-elle dit rapidement en reprenant le même scénario manipulateur qu'elle utilisait toujours. Mais nous restons une famille, Adrien, et une vraie famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Nous sommes complètement désespérés. L'entreprise de logistique est en train de s'effondrer. La banque commerciale menace activement de saisir notre maison résidentielle, l'entrepôt principal, les camions de livraison, absolument tout. Maxime a fait de son mieux pour arranger les choses, mais les dettes de l'entreprise sont bien trop massives pour être gérées seules. Tu nous dois légalement et moralement de t'avoir élevé et nourri. Tu dois nous accorder un prêt financier important dès maintenant. Je ne vous dois absolument rien, ai-je dit, ma voix tombant à une température glaciale. Vous avez consciemment choisi Maxime. Vous avez joyeusement financé Maxime. Vous avez aveuglément fait confiance à Maxime. Et maintenant, vous payez légitimement le prix ultime pour son incompétence pure et simple et votre propre stupidité stupéfiante. Mon père a soudainement explosé, frappant violemment du poing la table en acajou poli. Espèce de petit vaurien arrogant et ingrat. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé depuis ta naissance. Nous t'avons donné un toit solide au-dessus de ta tête. Tu vas t'asseoir, signer un chèque important et aider cette famille à se désendetter dès maintenant. Ou je te jure devant Dieu que je... Ou tu feras quoi exactement? Ai-je lancé avec défi, me penchant agressivement vers l'avant, le regardant sans peur droit dans ses yeux furieux.
Tu vas encore me jeter dehors? Tu vas me retirer mon emploi à temps partiel au restaurant? Tu vas me punir? Tu n'as absolument aucun pouvoir dans ce bâtiment, Charles. Vous n'êtes rien d'autre que des mendiants pathétiques assis sans invitation dans mon royaume d'entreprise. Avant que mon père furieux ne puisse hurler une autre menace, les lourdes portes de la salle de conférence se sont ouvertes avec élégance. Monsieur Duval, le président directeur général aux cheveux argentés incroyablement intimidant de la société d'investissement, est entré, suivi de près par Valérie, notre avocate d'affaires absolument impitoyable. Ils portaient tous deux des costumes sur mesure incroyablement chers et tenaient des porte-documents en cuir élégant. Mes parents semblaient extrêmement perplexes et soudain très intimidés. « Qui sont exactement ces gens ?» a demandé ma mère nerveusement, sa voix tremblante alors qu'elle réalisait soudain qu'il ne s'agissait absolument plus d'une simple dispute familiale privée. Je ne lui ai pas répondu directement. J'ai lentement et délibérément ouvert le dossier juridique épais et lourd que j'avais apporté avec moi et j'ai jeté avec détermination 3 liasses de documents financiers agrafés directement sur la table polie. Ils ont glissé parfaitement, s'arrêtant exactement devant les mains tremblantes de mon père. « Maman, papa, je tiens à vous présenter officiellement Monsieur Duval, le PDG de ce cabinet mondial, et Valérie, notre avocate principale, ai-je dit d'une voix qui résonnait de mon triomphe absolu, vieux d'une décennie. » Mon père a ramassé avec méfiance la toute première liasse de papier. Il a ajusté nerveusement ses lunettes de lecture sur son nez. J'ai vu ses yeux écarquillés parcourir rapidement le jargon juridique dense et les entêtes officielles des entreprises. J'ai vu son visage passer d'un rouge colérique à un blanc livide, puis à une nuance de gris nauséeuse à mesure que la réalité des mots écrasait son esprit. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il bégayé faiblement, ses mains tremblant visiblement si fort que les papiers cliquetaient bruyamment dans la pièce silencieuse. Ce document spécifique, Charles, a déclaré Valérie d'un ton glacial et professionnel qui s'est imposé dans la pièce, en s'asseyant à la table et en ouvrant son propre dossier, est le transfert légalement contraignant de la totalité de vos dettes d'entreprise. Votre entreprise de logistique défaillante a emprunté très lourdement auprès de prêteurs commerciaux secondaires agressifs pour rester à peine à flot au cours des 2 dernières années, car votre fils, agissant en tant de directeur financier, a fait défaut de manière explicite sur 3 paiements consécutifs de prêts commerciaux importants. Ces dettes toxiques ont été rapidement regroupées et revendues avec une forte décote à une entreprise de liquidation de capital investissement. Je me suis penché lourdement sur la table, fixant directement et sans pitié les yeux terrifiés de mon père. Et je gère personnellement cette entreprise de capital investissement. Je suis le directeur exécutif principal du fonds aveugle spécifique qui vient de racheter agressivement 100% de votre d'entreprise en souffrance. Je ne travaille pas seulement dans ce bâtiment. Je suis votre unique créancier absolu. Le silence qui s'est instantanément abattu sur la grande pièce était si absolu, si incroyablement profond, qu'on aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Ma mère a laissé échapper un cri étouffé, couvrant sa bouche ouverte de sa main tremblante. Mon père semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque et de s'évanouir sur sa chaise. L'ampleur inimaginable de ce retournement de situation a complètement brisé leur réalité. Ils étaient venus ici avec arrogance pour manipuler leur fils rejeté et prétendument faible afin qu'il leur signe un chèque de pitié désespéré, pour découvrir avec horreur que leur fils rejeté était le bourreau impitoyable de l'entreprise, tenant la hache juridique directement au-dessus de leur existence financière tout entière. Tu as secrètement racheté toute notre dette, a chuchoté ma mère, la voix complètement terrifiée. Pourquoi? Pour nous aider? Pour sauver l'entreprise familiale des banques? J'ai ri à haute voix. C'était un rire froid et incroyablement dur qui contenait exactement 10 ans de douleur profonde, de rejet et de revanche ultime. Pour vous aider? Absolument pas. Je l'ai racheté spécifiquement parce qu'il s'agissait d'un actif financier en grande difficulté que je pouvais facilement acquérir pour une bouchée de pain. Et principalement parce que je voulais profondément superviser personnellement la liquidation totale et absolue de votre entreprise frauduleuse et pathétique. Tu ne peux pas nous faire ça légalement, a hurlé mon père, se levant rapidement, la voix complètement brisée par une panique pure et sans mélange. Nous sommes ton propre sang. Tu ne peux pas légalement mettre tes propres parents en faillite. C'est totalement immoral. Vous vous êtes mis en faillite tout seul, ai-je répliqué instantanément, ma voix résonnant dans la pièce avec une autorité suprême. Vous avez bêtement confié votre argent à un sociopathe arrogant et paresseux. Et maintenant, je réclame légalement le remboursement de la dette. Chaque centime est dû immédiatement. L'entrepôt massif, toute la flotte de camions de livraison,
l'équipement de bureau coûteux et la garantie que vous avez bêtement placée sur votre maison personnelle. Tout cela m'appartient légalement. Maintenant, faisons une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'ici. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Ma mère a immédiatement commencé à sangloter de manière incontrôlable. De vraies larmes désespérées cette fois. Le genre de larmes incroyablement laides et désordonnées n'est strictement de conséquences incontournables. Elle a tendu les mains désespérément à travers la large table, essayant de me saisir de force la main. Adrien, s'il te plaît. Nous sommes tellement désolés. Nous avons commis une horrible erreur il y a toutes ces années. S'il te plaît, je t'en supplie. Nous allons perdre la maison. Nous allons être sans abri dans la rue. J'ai regardé froidement sa main tendue et je n'ai absolument rien ressenti dans ma poitrine. Aucune pitié, aucun soupçon de culpabilité, aucun remords d'aucune sorte. Je sais exactement ce que l'on ressent quand on est complètement sans abri et jeté à la rue en plein hiver, ai-je dit calmement, ces mots lourds coupant l'air comme du verre brisé. La seule différence, c'est que j'ai survécu. Voyons si vous en êtes capable. L'atmosphère dans la grande salle de conférence était étouffante de tension, lourde du désespoir de deux personnes réalisant que leur vie était terminée. Mes parents étaient complètement brisés, pleurant ouvertement et suppliant de manière pathétique, entièrement dépouillés de leur arrogance toxique habituelle et de leur insupportable sentiment d'impunité. Mais je n'en avais pas encore fini. J'avais un autre dossier crucial à régler, une autre vérité dévastatrice à exposer avant de les chasser définitivement de ma vie et de mon immeuble pour toujours. J'ai regardé calmement Valérie, notre avocate, et je lui ai fait un signe de tête ferme. Elle a ouvert efficacement sa mallette en cuir noir et en a sorti un autre dossier beaucoup plus épais. Elle l'a fait glisser doucement et délibérément sur la table directement vers mon père en hyperventilation. Pendant que notre équipe d'audit médico-légal examinait strictement les livres financiers de votre entreprise pour évaluer avec précision la valeur de liquidation des actifs commerciaux, a déclaré Valérie d'un ton glacial et hautement professionnel qui s'est imposé dans la pièce. Nous avons rapidement découvert des irrégularités financières massives et hautement systémiques s'étendant sur plusieurs années. Plus précisément, nous avons trouvé de multiples retraits d'argent non autorisés de grande envergure et des virements bancaires entièrement frauduleux dissimulés sous l'apparence astucieuse de paiement de fournisseurs fictifs. Mon père a lentement levé les yeux de la table, essuyant agressivement son front trempé de sueur du revers de sa main tremblante. De quoi parlez-vous exactement? La pandémie mondiale a ruiné nos marges bénéficiaires. Les chaînes d'approvisionnement internationales se sont complètement taries. Nous avons tout fait dans les règles. La pandémie n'a certainement pas aidé vos marges, suis-je intervenu à haute voix, le fixant du regard avec une domination absolue. Ses mains tremblant violemment ont lentement ouvert le lourd dossier. Soigneusement rangés à l'intérieur se trouvaient des dizaines de relevés bancaires, des virements internationaux surlignés et des photographies de chèques physiques. Votre fils parfait, Maxime, a détourné systématiquement et impitoyablement les fonds de l'entreprise au cours des 36 derniers mois consécutifs, ai-je expliqué calmement, observant attentivement le visage rougi par les larmes de ma mère se tordre d'horreur. Il ne payait pas du tout vos fournisseurs indispensables. Il transférait activement le capital de l'entreprise directement sur ses propres comptes privés à l'étranger, impossible à retracer. Vous voyez ce retrait massif de 90 000 $ en espèces en novembre dernier? Ce n'était absolument pas pour des réparations urgentes du toit de l'entrepôt. C'était la compte exacte qu'il a utilisée pour s'acheter sa voiture de sport neuve et ridiculement chère. Non. Non. C'est tout à fait impossible, a hurlé ma mère à haute voix, secouant agressivement la tête dans un déni complet et désespéré. Maxime ne nous ferait jamais ça. Il aime profondément cette famille. Il s'efforçait de sauver l'entreprise. Tu mens pour lui faire du tort. Maxime n'aime que Maxime, ai-je répliqué sèchement, mettant fin à son illusion pathétique. Nous avons contacté officiellement Thierry, son ancien associé. Thierry a eu terriblement peur des audits fédéraux imminents et a immédiatement remis tous les journaux de communication privés et les SMS pour se sauver lui-même d'une peine de prison fédérale. Votre précieux et parfait enfant chéri a volé intentionnellement tout votre argent de retraite pour financer son style de vie luxueux. Et il prévoyait activement de fuir l'État à la seconde même où la banque commerciale saisirait vos biens.
Mon père est resté figé, complètement paralysé sur sa chaise. La réalité absolue de sa vie misérable s'effondrait violemment sur sa tête. Il avait bêtement passé sa vie d'adulte à adorer aveuglément Maxime, s'aliénant profondément de sa sœur qui avait brillamment réussi par pure jalousie pathétique, et rejetant violemment son plus jeune fils par pure méchanceté. Et pour quelle récompense ultime? Se faire voler impitoyablement et se retrouver entièrement démuni à cause de l'enfant même qu'il avait gâté et protégé à tout prix. Et au cas où vous auriez encore le moindre doute pathétique sur qui est réellement votre fils Maxime, ai-je ajouté avec force, en sortant mon téléphone portable personnel de la poche de mon costume et en le posant sur la table. Oui, avons également retrouvé Sandrine, la petite amie récente de Maxime. Elle a été plus que ravie de signer formellement une déclaration sous serment juridiquement contraignante. J'ai jeté avec désinvolture la déclaration imprimée et dûment notariée directement sur la pile massive de preuves dévastatrices. Elle a également témoigné sous serment que Maxime s'était ouvertement vanté auprès d'elle lors d'un cocktail alcoolisé de la façon dont il s'était introduit dans mon ordinateur portable personnel il y a 10 ans. Il lui a expliqué explicitement et fièrement comment il avait intelligemment utilisé Photoshop pour truquer ses faux emails avec tante Evelyne afin de me piéger parfaitement. Il trouvait toute cette situation incroyablement drôle. Il s'est vanté ouvertement devant une foule de la facilité avec laquelle il vous avait manipulé, vous, deux idiots, pour que vous me jetiez à la rue, de sorte qu'il n'ait jamais à partager un seul centime de l'héritage familial futur. Le lourd silence qui a suivi cette révélation massive était écrasant, lourd de la ruine totale de leur vie. Ma mère a caché son visage dans ses mains tremblantes, sanglotant si fort que ses épaules en tremblaient de manière incontrôlable. Mon père fixait le mur en face de lui, la mâchoire pendante, les yeux complètement éteints. La prise de conscience profonde et inéluctable de leurs propres échecs catastrophiques était enfin en train de les ronger de l'intérieur. Ils avaient littéralement détruit leur propre famille pour un imposteur. Vous avez cru aveuglément un sociopathe manipulateur plutôt que votre propre fils loyal, ai-je dit, ma voix incroyablement stable, totalement dépourvue de la colère brûlante qui consumait autrefois mon âme. Vous m'avez jeté comme un vulgaire déchet. Vous l'avez fièrement choisi plutôt que moi. Et maintenant, vous êtes définitivement coincé avec les horribles conséquences de ce choix. Mon père a lentement et péniblement levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang, complètement défaits. « Adrien, mon fils, qu'est-ce que tu vas nous faire ? » « Je ne suis absolument pas votre fils, » ai-je répliqué instantanément, coupant court à cette pathétique manipulation émotionnelle avant même qu'elle ne puisse commencer. « Je suis le directeur exécutif de la société qui détient la totalité de votre dette massive. Valérie déposera officiellement les documents juridiques de saisie et de liquidation de l'entreprise au tribunal demain matin à 8h pile. Les autorités fédérales recevront également le rapport complet de l'audit concernant les détournements de fonds massifs et la fraude de Maxime. Vous avez exactement 30 jours pour évacuer complètement les locaux commerciaux avant que les serrures ne soient changées. » Ma mère est tombée de sa chaise, se jetant littéralement à genoux sur la moquette coûteuse de l'entreprise, s'agrippant désespérément à mon pantalon de costume de marque. « S'il vous plaît, Adrien, s'il te plaît. Je t'en supplie à genoux. Nous n'avons plus rien. Où allons-nous vivre ? Nous sommes vieux et malades. Tu dois nous pardonner. Nous sommes une famille. » J'ai fait un pas en arrière délibéré, la forçant physiquement à lâcher mes vêtements. Je l'ai regardée avec froideur alors qu'elle pleurait sur le sol, me souvenant très bien de la façon cruelle dont elle m'avait regardé 10 ans auparavant, lorsque c'était moi qui la suppliais pour un manteau sur le porche en béton gelé. « Tante Evelyne m'a généreusement accueilli quand vous m'avez jeté dehors sans ménagement, ai-je dit calmement, sans aucune pitié. Peut-être devriez-vous aller chez le concessionnaire et demander à Maxime si vous pouvez dormir sur la banquette arrière étroite de sa voiture de sport coûteuse. » Je me suis tourné brusquement vers Chloé, qui se tenait tranquillement et de manière très professionnelle près de la porte de la salle de conférence. « Chloé, s'il vous plaît, appelez immédiatement la sécurité de l'immeuble et faites escorter ces 2 personnes hors du bâtiment. S'ils tentent de revenir sur cette propriété, faites-les arrêter formellement pour violation de domicile. » Sans jamais regarder en arrière, je suis sorti de la salle de conférence, les laissant pleurer dans les décombres de leur propre choix impardonnable. Les retombées immédiates de cette réunion explosive ont été rapides, juridiquement brutales et absolues. Fidèle à ma parole, la société de capital investissement a procédé à la liquidation totale et sans compromis de leur entreprise. La société de logistique défaillante de mes parents a été légalement dissoute. L'équipement lourd de l'entrepôt a été vendu aux enchères aux plus offrants.
La flotte de camions de livraison a été saisie par les créanciers et la propriété commerciale a été vendue à un grand promoteur immobilier pour un profit substantiel. Comme ils avaient bêtement utilisé leur propre maison résidentielle comme garantie pour leurs prêts commerciaux, la banque a saisi la grande maison de banlieue dans laquelle j'avais grandi. Ils ont littéralement perdu tout ce qu'ils avaient passé leur vie à essayer de bâtir. Aux dernières nouvelles, ils ont été contraints de déménager dans un petit appartement délabré de 2 chambres dans un quartier malfamé de la ville, vivant misérablement de maigres pensions de sécurité sociale. Maxime n'a pas connu un meilleur sort. En réalité, son destin a été bien pire. Les autorités fédérales ont reçu notre audit médico-légal détaillé. Il a fait l'objet d'une enquête approfondie de la part des agents fédéraux pour détournement de fonds majeurs, fraude d'entreprise à grande échelle et évasion fiscale illégale. Sa voiture de sport coûteuse a été saisie par le gouvernement pour rembourser les dettes. Ses comptes bancaires à l'étranger ont été définitivement gelés et il fait actuellement face à une lourde peine de prison fédérale. Il a égoïstement abandonné mes parents vieillissants dès que l'argent a cessé de couler, prouvant au monde entier ce que je savais dans mon cœur depuis toujours, il ne se souciait que de lui-même. Quant à moi, je n'ai pas célébré activement leur chute. Je n'ai pas organisé de grandes fêtes ou ouvert des bouteilles de champagne coûteuses pour me moquer de leur pauvreté. Honnêtement, le jour où les documents de liquidation finale ont été officiellement signés par le juge, je me suis simplement senti incroyablement et profondément fatigué. Mais c'était une bonne fatigue, très réparatrice. C'était l'épuisement paisible que l'on ressent au fond de ses os après avoir porté un rocher lourd et étouffant sur ses épaules pendant une décennie entière et l'avoir enfin laissé tomber à terre pour toujours. J'avais officiellement rompu les liens familiaux toxiques. J'avais imposé avec succès une limite émotionnelle inébranlable. Je n'avais absolument plus besoin de leur approbation pathétique, de leurs fausses excuses en larmes ou de leur présence toxique et épuisante dans ma vie. J'étais complètement, profondément et inconditionnellement libre. Quelques mois plus tard, alors que l'air frais de l'automne s'installait sur la ville, j'ai organisé un grand dîner de Thanksgiving chaleureux dans mon spacieux appartement terrasse de luxe. La grande et belle table était entièrement couverte de nourriture délicieuse. Les lumières d'ambiance étaient douces et chaleureuses, et toute la pièce était remplie de rires sincères et profondément heureux. Autour de cette table n'était pas assise la famille biologique toxique dans laquelle j'étais né, mais la magnifique famille loyale que j'avais activement choisie et soigneusement construite pour moi-même. Tante Evelyne était fièrement assise à la tête de la longue table, souriant chaleureusement, tenant un verre de vin rouge délicat et coûteux, incroyablement fière de l'homme que j'étais devenu. Chloé, mon assistante dévouée et efficace, était là, mangeant joyeusement de la dinde avec son mari. Monsieur Duval, mon mentor professionnel exceptionnel, riait aux éclats d'une plaisanterie. Je me tenais tranquillement dans la grande cuisine de designer, regardant ces personnes incroyables qui me respectaient sincèrement, appréciaient ma présence et me soutenaient inconditionnellement. J'ai réalisé à ce moment-là que le concept même de la vraie famille n'a absolument rien à voir avec l'ADN partagé ou le même nom de famille. Une famille véritable et indéfectible se définit strictement par un respect mutuel profond, une loyauté féroce et une décence humaine fondamentale. Mes parents biologiques ont échoué lamentablement à ce test de vie majeur, mais tante Evelyne l'a réussi avec brio. Le traumatisme profond qu'ils m'ont infligé ne m'a pas brisé pour toujours. Il m'a forgé en un homme fort et accompli qui connaît sa valeur exacte. Parfois, la pire chose qui puisse vous arriver est être complètement abandonné par les personnes même qui sont censées vous aimer le plus s'avère être le catalyseur ultime et hautement nécessaire pour votre plus grande réussite. S'ils ne m'avaient pas jeté violemment dans la neige cette nuit-là, je serais resté piégé à jamais dans leur réseau toxique, étouffant lentement dans l'ombre de Maxime pour toujours. Leur cruauté a été le coup de pouce douloureux mais absolument nécessaire dont j'avais besoin pour entrer pleinement dans mon propre pouvoir. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec vos propres proches toxiques? Avez-vous déjà dû établir une limite inébranlable pour protéger votre paix mentale, votre sécurité financière et votre bonheur futur? Partagez votre histoire personnelle dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, rappelez-vous toujours que votre valeur n'est jamais définie par les personnes aveugles qui refusent de la voir.